On dit que les opposés s'attirent. Et qui se complètent. Et qui se complètent aussi. Peut-être que je suis le rêve d'un ancêtre qui n'a pas pu réaliser quelque chose. Si je coupe la traçabilité de quelque chose, en fait, ça n'existe plus. Je lui demande ça et il me dit, mais en fait, si je dors, je meurs. Et ça a été une prise de conscience, mais encore maintenant, ça me fait des frissons. Vous méritez mieux qu'un tuto YouTube. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, merci pour les partages bienveillants et les commentaires qui le sont tout autant, je le souhaite, et merci d'avoir choisi également ABC Talk pour qu'on puisse vous présenter ceux et celles qui viennent s'installer sur les canapés et qui peut-être feront partie de votre vie, parce qu'on dit que parfois dans les coachs, les accompagnants de vie, les thérapeutes, ils rentrent dans votre intimité et on se demande toujours quelle légitimité ils ont à pouvoir vous accompagner. C'est la raison pour laquelle l'interview me semble être la meilleure des choses. Et on a deux représentantes de la Suisse, puisqu'en tout cas elles viennent de Suisse. Il y a Nelsie Beauvais et Émilie Papot. Merci d'être là tous les deux, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Marc. On dit parfois que les opposés s'attirent. Êtes-vous opposés l'une à l'autre? Parce que quand on regarde, et on va évidemment rentrer en profondeur sur votre histoire et vos parcours de vie respectifs, est-ce que vous avez le sentiment d'être opposés? Quand même. Oui. Il y a eu un petit moment d'hésitation, puis en fait, si, quand même, oui, quand même. Mais c'est cet opposé qui s'attire aussi. Je crois que c'est ça, on dit que les opposés s'attirent. Et qui se complètent. Et qui se complètent aussi. Donc, merci d'être là, et justement, cette complémentarité fait en sorte que vous avez créé quelque chose que vous avez appelé Neuroli. Alors, on va mettre le site internet, évidemment, neuroli.ch. Vous considérez ça comme un centre de formation? Un centre, une école, mais surtout pour nous, c'est un lieu de rencontre, avant toute chose. On dit que les Suisses sont plus avancés que les Français dans le domaine des neurosciences, de la spiritualité, et qu'il y a beaucoup de centres comme ça qui se créent, et même des centres hospitaliers, des centres de recherche. Vous êtes dans cette dynamique-là? Alors, je ne sais pas si on est plus avancé. En tout cas, c'est vrai qu'on avait à cœur de créer un endroit où on puisse se rencontrer pour échanger autant en termes de neurosciences comportementales, d'hypnose thérapeutique et de thérapie transgénérationnelle. Pour nous, c'était une évidence de créer un pôle où tout se retrouvait. Qui sont ces gens? À qui ça s'adresse? Autant des thérapeutes qui ont déjà une certaine pratique d'hypnose ou de coaching ou de toute autre approche thérapeutique. Et puis aussi des personnes qui sont par moments en recherche de qui ils sont, qui sont en compréhension finalement aussi de leur fonctionnement. Et puis voilà, on a autant ouvert à des personnes, à des thérapeutes qui ont besoin d'avoir de la formation continue, autant à des personnes qui viennent de tellement de domaines différents et puis qui trouvent à travers ceci une voie ou en tout cas des réponses à ce qu'ils viennent chercher. Donc ça s'adresse aux professionnels? En tout cas ceux qui veulent le devenir? Avant toute chose, Avant oui. toute chose, oui. Mais on a créé aussi tout un pôle aussi de neurosciences aussi accessible. C'est-à-dire que c'est des journées aussi d'immersion où par rapport à une thématique, tout d'un coup, quelqu'un vient pour une journée par rapport à ça et généralement, après, ils ont envie d'en savoir un tout petit peu plus sur eux-mêmes. Je disais tout à l'heure, en avant-propos, je parlais de la légitimité. Vous comprenez aussi qu'effectivement, quand on parle de ces sujets-là, on cherche à savoir quelle légitimité ont les gens qui sont susceptibles de nous apporter des informations ou de nous accompagner dans notre vie pour être ou pour prétendre être ce qu'ils sont. Vous comprenez qu'on puisse se poser ces questions? Ah, complètement. Mais après, c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça veut dire au final être légitime? Dans le message qu'on véhicule et puis dans les enseignements qu'on donne, on a vraiment fait énormément de recherches, on a énormément de tests aussi en cabinet pour voir qu'est-ce qui parlait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et puis l'objectif, c'est d'arriver avec vraiment un enseignement qui tienne la route et qui soit ancré dans la réalité. Alors vous, puisque vous parliez justement de légitimité, vous répondez directement à cette question sur la légitimité, Émilie, quelle légitimité avez-vous, pour le coup? D'où venez-vous? Quel est votre parcours? D'abord, quelle est votre formation? Alors, à la base, j'avais tout à fait une autre formation et je me suis reconvertie. Donc, j'ai commencé à travailler comme responsable achat dans une grande entreprise internationale et ça a duré des années. Et puis, un jour, je me suis dit que ça n'avait plus réellement de sens ce que je faisais et j'ai décidé de me reconvertir. Donc de là, on suivit des années de formation en cours d'emploi, en parallèle, sur les week-ends, les soirées, des jours off. Et puis, c'est comme ça que... En formation en quoi?
Alors, en hypnose thérapeutique, pour commencer, ensuite en neurosciences comportementales et en thérapie transgénérationnelle. Et c'est ce qui fait le combo aujourd'hui Voilà. du fameux centre de formation Exactement. que vous venez défendre. Et au final, c'est quand même assez complémentaire avec le fait d'avoir fait des expériences professionnelles dans le management, puisque c'est ces compétences-là qu'on utilise aussi pour mener le centre. Ouais. On dit souvent que les bons thérapeutes, les bons accompagnants de vie, les bons coachs commencent d'abord par faire un travail sur eux. Vous l'avez fait sur vous. Oh oui. Et ce travail a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a révélé de vous? Alors, ce travail ne se terminera jamais, je pense. Je C'est pense quelque que chose qui dure c'est un toute une chemin d'une vie. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est vrai que très tôt, dans ma vie, j'ai été confrontée à des éléments qui ont fait que j'ai dû beaucoup aussi faire d'introspection, de travail sur moi. Et je pense que c'est une composante essentielle aussi déjà d'humilité, de se dire, OK, on part de là et on n'est personne pour donner aussi une voie à suivre. C'est aussi des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que vous aviez besoin de régler alors dans votre existence, dans votre vie? Qu'est-ce que vous aviez besoin de comprendre? Pourquoi? Le pourquoi, en fait. C'est la question abyssale. Hein. Et pourquoi ceci? Et pourquoi dans ma vie? Et pourquoi mes chemins répétitifs? Et pourquoi ceci? Exactement. Voilà, ouais. Et c'est ça donc qui vous a amené à justement vous former à Oui. l'hypnose, aux neurosciences Exactement. En fait, j'ai été confrontée à un moment donné de ma vie à me dire, OK, bah ça, c'est un schéma qui se répète. Je comprends pas pourquoi il est là. Et l'objectif, c'est de se dire, l'hypnose, elle va aller pouvoir permettre une porte à l'inconscient pour dire, OK, là, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Les neurosciences, elles vont venir expliquer comment ça fonctionne au final. Et le transgénérationnel va venir amener pourquoi ça se répète. Et en fait, ça m'a amené énormément d'apaisement aussi à l'intérieur de dire, OK, maintenant j'ai compris énormément de schémas et puis je peux savoir si je garde ou si je décide de m'en libérer. Bon, et alors ce schéma répétitif dans votre vie, c'était quoi? Bon, on en a tous, et puis on en a certains qui sont aussi liés à ma grand-maman, par exemple. J'avais un schéma répétitif qui s'était mis en place. Et puis de découvrir ça m'a énormément apaisée, en fait. Mais il faut nous dire quoi? À moins que vous n'ayez pas envie de le dire. En fait, j'avais eu une opération assez grave. D'accord. Et puis je trouvais ça un petit peu injuste, en fait, d'avoir eu cette opération-là. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'avais dû me confronter à ça dans ma vie. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que dans l'arbre généalogique, ma grand-maman avait eu exactement la même opération au même âge, à 10 jours d'intervalle. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, alors, pour le coup? Pourquoi? C'était une question de survie, en fait, d'avoir ce type d'opération-là. Okay. Et c'est vrai que quand on fait ce travail-là, la réponse au pourquoi, c'est le chemin d'une vie et on a envie, évidemment, d'aller explorer toutes les facettes de notre existence pour avoir ces fameuses réponses-là. Mais vous avez eu le courage de le faire, parce qu'il faut un certain courage, quand même. Oui, et en même temps, je ne pouvais pas rester comme ça, en fait. Je ne pouvais pas me dire, mais c'est juste une fatalité. Ou c'est le cours des choses, c'est, je sais pas, la malchance ou quoi que ce soit. J'avais besoin de comprendre que c'était pas que de moi. C'est là où il y a toute cette discussion entre le côté victimaire que certains entretiennent aussi, parfois, et le côté responsable. Et c'est intéressant de voir les choses. Alors, vous êtes plutôt, effectivement... Est-ce que vous êtes un peu l'intello du duo? Peut-être pas l'intello, mais la geek, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ouais. Moi, je vis en prolongement avec des bouquins et un ordinateur. Ouais. L'écriture a toujours été quelque chose d'important pour vous, la lecture aussi, et l'histoire. Très, oui. L'histoire égyptienne, l'histoire des rois de France, etc. Tout ça sont des choses qui ont conseillé. C'est pour ça que je disais, gentiment, le petit côté intello. Et puis alors, évidemment, en face, il y a Nelsie. Alors Nelsie, vous, on se demande ce que l'hypnose, les neurosciences et le transgénérationnel viennent faire dans votre vie. Vous êtes pas du tout parti
sur cette branche-là au départ. Pas du tout. Donc, en premier lieu, c'était le monde bancaire dans lequel je suis rentrée très jeune. Ouais. Bon, pour la Suisse, c'est un peu Alors, logique. pour la Suisse, c'est assez logique. Voilà. Après plusieurs années, j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin dans les flux financiers. Donc, j'ai rejoint la police fédérale pendant plusieurs années, donc en lutte contre le blanchiment d'argent. Tiens donc. Et puis là, c'était vraiment une période de ma vie où j'allais comprendre en fait le comportement en fait parce que derrière les flux financiers, on comprend aussi beaucoup le comportement aussi humain. C'est-à-dire comment ils utilisent leur argent, pourquoi est-ce qu'on les transfère d'un endroit, d'un autre, à travers la planète. Et puis ensuite, je suis revenue dans le monde bancaire, toujours avec la même approche, donc continuer d'analyser ces flux financiers. Et très vite, je me suis rendu compte que derrière le flux financier, c'était l'humain en fait qui m'intéressait. Ouais. Et puis c'est là que j'ai commencé un brevet pour former des adultes. Et puis ce contact humain m'a amené après à d'autres formes en fait d'accompagnement, de coaching. Et puis, alors, sans faire de généralité, parce que évidemment chaque cas est bien spécifique, sur ces histoires de flux financiers, de gens qui ont envie parfois d'exil fiscal et autres, qu'est-ce que ça dit de l'humain en règle générale? Si on devait faire un schéma générique. Ça dit généralement de l'humain qu'il a envie de dissimuler certaines choses. Ou en tout cas, par moment, on parlait de couper la traçabilité en fait de quelque chose. Et couper cette traçabilité, je me suis rendu compte que dans le transgénérationnel, quand on est face à des secrets de famille, face à des non-dits, c'est aussi en imaginant que si je coupe la traçabilité de quelque chose, en fait, ça n'existe plus. Et puis, dans cette approche-là, c'est vraiment quelque chose qui était révélateur vraiment pour moi au niveau du transgénérationnel, parce que c'est justement ça, en fait, qu'il est nécessaire par moment. Pas tout, hein. Le but n'est pas d'ouvrir toute la boîte de Pandore, mais face à une problématique, de se dire, mais quel a été, en fait, le programme? Et si le programme n'est pas le mien, comment je vais chercher celui qui a dissimulé, celui qui a caché émotionnellement quelque chose ou un comportement ou voilà, comme le disait Émilie, une stratégie aussi. Mais en fait, ce qui vous intéresse plus visiblement, c'est pas nécessairement l'argent, le placement d'argent ou le détournement de l'argent. C'est le pourquoi de ce détournement d'argent. C'est l'aspect psychologique, émotionnel, neurosciences, comportementales qu'il peut y avoir au travers de cette démarche. Exactement. C'est ça que vous analysez. C'est ça que j'analysais déjà à travers ceci, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, entre ce que ma hiérarchie demandait, je me suis rendu compte que c'était vraiment le comportement en fait qui moi m'intéressait de plus en plus, et c'est là que j'ai commencé tout mon parcours comme Émilie, au début en formation parallèle. Et puis après, au fur et à mesure, je diminuais mon temps d'activité à la banque pour me consacrer de plus en plus à l'aspect thérapeutique. Et puis à un moment donné, il y a un moment de bascule, quoi. C'est de se dire, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et puis c'est là que cette rencontre avec Émilie... Alors, comment vous vous rencontrez? Alors, on se rencontre en formation d'hypnose, où Émilie était venue se former en hypnose dans un des centres de formation où j'étais déjà instructrice. Et puis, je me rappellerai toujours la voir s'installer au fond de la classe avec son ordinateur, déjà là. Déjà, hein. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que cet ordinateur allait à un moment donné jouer un rôle dans ma vie. Et puis, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé chez Émilie, c'était cette manière de toujours questionner plus loin, puis jusqu'à ce qu'elle soit assurée d'avoir compris tout le schéma. Et puis ensuite, on s'est re-rencontrés à une autre formation en transgénérationnel. En parallèle, les deux, on avait fait des formations en neurosciences. Puis à un moment donné, c'était pas une tasse d'ABC Talk qui était devant nous, mais c'était un thé de Noël. Et puis moi, j'avais comme ambition finalement de vouloir faire un centre de formation. Et puis je lui ai demandé, je dis, est-ce que... Chiche. Ouais. Et puis elle a dit oui tout de suite. Alors, on a vu avec Émilie le côté transgénérationnel. Est-ce qu'il y a du transgénérationnel? Évidemment que oui, chez chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le transgénérationnel a révélé chez vous, Nelsie? Alors chez moi, ça a révélé quelque chose que je ne pensais pas qu'il remonterait en fait si loin. C'est-à-dire quand j'étais en formation transgénérationnelle,
j'ai eu un téléphone, c'était le jour de Noël. C'était un journaliste en fait qui faisait des recherches sur ma famille. Parce que je suis d'une famille horlogère, donc derrière les clichés de banque, on retrouve le cliché horloger. Ah, la Suisse, ailleurs. Bah oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un de mes ancêtres était parti en Chine, donc on remonte à 4 générations, pour vendre des montres aux Chinois. Et en fait, il avait déjà là, il avait compris une chose, c'est qu'il fallait des mois pour réparer en fait une montre, donc il vendait des montres par 2. En leur disant si une montre ne fonctionne plus, le temps qu'elle soit renvoyée en Europe, donc dans un petit village en Suisse, vous avez toujours votre autre montre qui était à disposition. Donc déjà là, le flux de vendre déjà quelque chose qui était compatible à la culture était déjà là. Et puis là où moi, c'était vraiment un révélateur aussi, c'est qu'un des neveux de cet ancêtre en fait, porte le même prénom que mon fils, à qui je ne savais pas cette histoire. Et mon fils porte le prénom de cet ancêtre, alors que je ne savais pas du tout que c'était lui. Mais c'est ces recherches en transgénérationnel qui m'ont amené à me rendre compte de tout ça. Puis la culture du voyage chez moi, voilà, c'est important. C'est comme ça que je suis née Mais aussi. en tout cas, ce transgénérationnel, il n'est pas, lourd de sens. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas un truc comme un boulet au pied que vous pourriez avoir en permanence. C'était pas quelque chose, il n'y a pas une notion négative dans ce transgénérationnel, j'ai le sentiment. Pour moi, il n'y a pas que... souvent, on se dit, si c'est du transgénérationnel, c'est quelque chose de lourd à porter. C'est vrai. Mais nous, c'est ce qu'on amène aussi quand on forme. On dit, mais on n'a pas reçu en fait que des boulets, on a reçu des magnifiques cadeaux sur lesquels, par moments, on ne se rend pas compte en fait qu'ils sont là. Et quand on les sublime ou quand on leur fait de la place, en fait, on arrive à retrouver un équilibre émotionnel, on arrive à retrouver un équilibre qui est... Oui, parce que Émilie, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on fait ce raccourci-là systématiquement. Quand on se dit, tiens, on va aller rechercher dans le transgénérationnel ce qui expliquerait cette espèce de mal-être qu'on peut avoir dans notre vie présente, ou ces schémas effectivement répétitifs. Et voilà. Alors qu'en fait, le transgénérationnel, ça peut aussi être parfaitement positif. Oui. Alors, comme disait Nelsie, nous, on adore dire que le transgénérationnel, c'est des freins et des cadeaux. Et que toutes les histoires qui nous ont précédés, déjà, elles font qui nous sommes aujourd'hui. Et si les choses se répètent, c'est aussi pour qu'il y ait peut-être un autre dénouement à l'histoire. Et je trouve ça beau, en fait, de me dire que peut-être que je suis le rêve d'un ancêtre qui n'a pas pu réaliser quelque chose. Et c'est le cas ? Je pense. En tout cas, quand on le voit sous cet angle-là, c'est aussi une responsabilité. Oui. Je trouve que c'est profondément poétique comme message. De se dire, on a aussi cette responsabilité d'être une continuité. Et après nous, qu'est-ce qu'on va dire de nous ? Qu'est-ce qu'on va transmettre aussi aux générations qui suivent ? Qu'est-ce qui va être porté comme histoire ? Il y a beaucoup de parents, beaucoup de femmes, surtout, parce que quand on sait que 80% de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, sont féminines, donc ce sont des femmes qui sont visiblement plus ouvertes à ça, ont le souci de se dire qu'elles veulent régler quelque chose dans cette vie-là pour ne pas que leurs enfants puissent avoir à le faire, ou casser une chaîne, ou casser quelque chose qui fait que ça ne puisse pas se répéter. Vous avez eu aussi, Nelsie, cette démarche ? Au début, c'est ce que je me suis dit, cassons en fait certains schémas, mais quand on ne le fait pas de manière à comprendre quel a été l'élément programmant, quel a été le stress à la base qui a provoqué en fait ceci, si on le fait en se disant je vais faire exactement le contraire, sans conscience finalement de ça, la génération suivante peut aussi se dire je vais faire exactement le contraire. Et c'est là que tout d'un coup ça saute une génération. Et on l'a vu dans beaucoup de nos accompagnements, tout d'un coup, quelque chose qui a sauté 1-2 générations, mais qui vient à se répéter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le travail de libération de l'état de stress dans l'épigénétique n'a pas été complètement libéré. Ce n'est pas au travers du mental de se dire si c'est comme ça, je vais faire exactement le contraire. Donc, c'est quelque chose de plus... d'aller amener plus de douceur, en tout cas plus de compréhension, et de se dire qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. C'est juste de se dire, au travers d'une décennie, au travers de certains moments de l'histoire, de la niche écologique où le moment s'est passé, c'était aussi compréhensible. Pas de victime, pas de coupable, mais responsable ?
Oui. Ouais. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, totalement. Totalement. Et de pouvoir remettre aussi de la paix dans l'histoire, ça permet de changer le cours de l'histoire au final. Alors on va voir, parce qu'effectivement de cette rencontre va naître Neuroli, qui est ce centre. On y parle de neurosciences, on y parle d'hypnose, on y parle de transgénérationnel. On a évoqué le transgénérationnel. Une fois qu'on a identifié ce transgénérationnel, dans votre approche, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que une fois qu'on a fait le constat, là, il y a quelque chose à régler, là, il y a quelqu'un. Comment est-ce qu'on règle les choses? Et est-ce qu'on peut les régler de manière définitive? Parce que c'est bien beau de constater, ou de se dire, tiens, je vais faire ce voyage, ou je vais faire cette introspection, je vais aller voir dans le transgénérationnel, mais une fois que vous êtes allé voir et que vous avez constaté, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La première question aussi à se poser, c'est est-ce qu'on veut régler tout? Il y a des choses, il y a un général, bagage que j'ai pas forcément envie de traiter maintenant. Je sais que c'est quelque chose que j'aurais à faire, mais actuellement, je me dis, c'est pas maintenant, en fait, à gérer ça. Et je trouve aussi intéressant de se dire, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à libérer, à régler. Il y a des choses en conscience qu'on peut se dire, OK, ça, je porte ça et c'est OK pour moi. Ça me correspond aussi à mon identité. Et l'objectif, ensuite, quand on va vers une libération, si on choisit de le déposer d'une certaine manière, alors là, effectivement, avec l'hypnose ou avec d'autres thérapies, on peut faire des actes symboliques, on peut aller en conscience aussi libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et ça fonctionne bien aussi avec l'hypnose, de cette manière-là. Parce que l'hypnose va parler le langage de l'inconscient, c'est-à-dire les images, les métaphores, les symboles, tout ça, ça parle énormément au cerveau. Qui sont alors, Elsie, les gens qui viennent vous voir? Alors on a dit qu'il y avait effectivement beaucoup de thérapeutes, de coachs, de médecins aussi, qui viennent et qui ont besoin d'une approche complémentaire à ce qu'ils ont déjà dans leur pratique de tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quoi? Des formations supplémentaires? C'est ce que vous proposez au centre? On propose des formations continues au centre, mais généralement, c'est déjà... Souvent, on se dit, mais est-ce que c'est du transgénérationnel ou pas? Ça doit être ceci. Donc, le but, c'est déjà de déprogrammer en fait le côté du mental et de se dire, mais est-ce que la situation ou la problématique que je vis, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose où j'ai moi-même vécu et puis j'ai été conditionnée là-dedans? Donc, une approche hypnotique nous permet déjà d'avoir... pas mal de clés par rapport à ça. Mais si c'est quelque chose qui perdure, à ce moment-là, on ouvre la porte du transgénérationnel. Donc, les personnes qui veulent se former au transgénérationnel, souvent, elles ont déjà une approche thérapeutique, psy, je veux dire... voilà, toutes sortes ils ont fait du coaching, ils ont fait même des soins finalement énergétiques. Et quand ils se rendent compte en fait qu'il y a des choses répétitives qui viennent, c'est de se dire, OK, si j'ai une thérapie dans le transgénérationnel, qu'est-ce que ça peut m'amener de manière supplémentaire? Donc on a toutes sortes de personnes qui viennent se renseigner par rapport à ça, mais on a aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec la thérapie. Et on propose aussi des expériences en fait immersives. L'année dernière, on est parti par exemple à Grenade avec des personnes, autant des thérapeutes que monsieur, madame, tout le monde qui avait envie ou besoin de travailler sur cet aspect du transgénérationnel. Donc on ouvre vraiment notre centre à toute personne qui a envie d'en savoir un peu plus sur soit ses comportements, soit sur ses fonctionnements automatiques, transgénérationnels. Donc on n'a pas... C'est les trois piliers que vous utilisiez, donc les neurosciences, l'hypnose et le transgénérationnel. Exactement. Et donc, ce sont sur ces trois supports, ces trois angles-là, que vous délivrez une formation? Oui. Qui dure combien de temps? Alors, il y a des personnes qui viennent uniquement, par exemple, faire le transgénérationnel en complément de ce qu'elles ont déjà. Donc, la base, elle est de 5 jours. Dans l'hypnose, on est sur 6 jours. Et puis, pour tout ce qui est de la neuroscience, sur 9. Plus de la neuroscience encore accessible. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Alors, je me fais toujours un peu l'avocat du diable quand j'entends, parce que
il y a une expression qui dit « Ah, ça y est, on va devenir coach et thérapeute avec un petit week-end dans les Cévennes, dans le sud de la France, et puis ça y est, on ressort, on signe et on va ouvrir son cabinet. » C'est vrai que quand on voit que vous avez, par exemple, des formations qui vont durer 18 mois en hypnose, par exemple, ou des formations, et vous arrivez en disant « Moi, en 5 jours, je vous délivre le truc. » On peut s'interroger. Bien entendu. On peut s'interroger. On peut s'interroger. On a une approche au niveau de la transmission aussi de nos contenus. Donc, c'est-à-dire que tous les manuels de formation qu'on donne, l'intégralité de ce qui est dit en formation est écrit. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des manuels qui font grosso modo, 200 pages. Voilà, 100 à 200 pages par module. Ouais. Et il y a toute une approche aussi, on vérifie aussi que les acquis en fait sont là. Donc c'est avant tout des modules qui sont en pratique. Et puis des petits groupes, donc on ne se retrouve pas à 25 noyés dans un flux et puis se mettre au fond, puis en effet recevoir une attestation de formation. Donc tous nos participants, en tout cas tous nos étudiants, ils sont vraiment suivis de manière... Il y a une validation derrière. Il y a une validation des acquis, il y a ouais. des examens aussi qui sont passés. Ouais. Et tant qu'on estime que quelqu'un n'est pas à niveau pour passer son examen, il y a aussi de la supervision individuelle que l'on propose dans chaque module aussi de formation. Donc, ce n'est pas quelque chose où on délivre simplement par sa présence. Oui, c'est ça. On valide parce qu'on estime que les acquis sont là. Alors, vous avez remarqué sans doute le petit visuel qu'on a choisi, qui correspond évidemment à une des expressions que vous utilisez, qui dit « Vous méritez bien mieux qu'un simple tuto sur YouTube ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déplorez aussi parfois cette façon de faire avec une vidéo YouTube et puis c'est réglé, on ressort praticien ou accompagnant de vie ou coach? Totalement. Alors nous, c'est vrai qu'on est pour la vulgarisation des principes, des concepts, mais pas pour la simplification. Donc c'est aussi vraiment important de poser des bases qui sont solides dans la compréhension du cerveau, dans la compréhension de l'accompagnement qu'on est en train de proposer. On dit souvent d'ailleurs, comprendre le cerveau, c'est comprendre l'humain. Et on veut se baser sur quelque chose qui est réellement solide. Et l'objectif aussi, quand on parle d'un tuto YouTube ou de nos formations, on ne veut pas être une énième formation alibi où on va venir, on va passer 2 journées super sympas et puis il n'y a absolument rien qui est intégré, rien qui est compris aussi dans le fond. Et notre objectif dans nos formations, c'est vraiment même d'avoir des expériences formatives où les personnes qui se forment chez nous sortent un peu plus différemment. Mais ça veut dire que, par exemple, si je prends la formation sur les neurosciences que vous proposez au centre Neuroli, elle dure combien de temps? Vous avez dit c'était 9 jours, non, c'est ça? 9 jours. Bon, 9 jours et on sort avec quoi alors en fait? Au bout de 9 jours, vous sortez avec quel titre, quelle certification? Donc on a une certification de praticien en neurosciences comportementales, qui n'est pas une certification qui va permettre de devenir indépendant, mais qui va permettre aussi à tous les thérapeutes, à tous les indépendants de rajouter des connaissances supplémentaires à leur accompagnement. C'est pas les neurosciences comportementales qui vont permettre justement d'ouvrir un cabinet, de recevoir quelqu'un, mais c'est vraiment ces neurosciences qui vont être complémentaires à tout l'acquis qui est déjà au préalable. Des connaissances supplémentaires qui viendront effectivement s'ajouter à ce qui a déjà été travaillé. Et c'est pour ça que vous vous adressez particulièrement à des professionnels de l'accompagnement, pour le coup. Oui. Et c'est valable pour l'hypnose, c'est valable pour le transgénérationnel. Qu'est-ce qui est le plus demandé des 3 en général? Ah non, les 3. Les 3. Oui, on n'a pas de... Non, les 3. Autant, il y a un public pour tout. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les accompagnements? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on aime bien ici, et on aime bien raconter les histoires. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont considérablement bouleversé ou qui vous ont vraiment ému? Chacune, par exemple, Émilie, il y en a une que vous avez retenue? Ah oui, toujours. Ah non, on a énormément d'accompagnement. Il y en a un dont je te parlais aussi dernièrement. C'est vraiment quand, en séance, tout d'un coup, on a une prise de conscience, une vraie prise de conscience de « Ok, j'ai compris le schéma, j'ai compris ce qui se jouait derrière, quelle était la stratégie qui avait été mise en place pour ma propre survie. » Et à partir de ce moment-là, quand il y a cette prise de conscience, déjà, on voit les yeux qui s'écarquillent, le corps qui s'affaisse et il y a réellement quelque chose qui se passe. Et
pour nous, à chaque fois qu'on rencontre ces situations-là, mais c'est d'une richesse. Et c'est terriblement émouvant de voir à quel point les personnes en ressortent plus légères. Vous avez un exemple ? Oui, j'en ai un. Là, le premier qui me vient en tête, c'était une personne assez âgée qui venait me voir pour des problèmes d'insomnie, qui me disait que ça faisait très, 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 très longtemps qu'elle ne dormait pas, elle ne dormait jamais. Et dans le questionnement, parce qu'on a aussi une formation en questionnement thérapeutique, justement en neurosciences, dans le questionnement, je lui demande depuis quand, au final, elle a cette insomnie, elle me dit 12 ans. Je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans ? Rien. On continue à discuter, à échanger. Et je lui repose la question, et qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans ? Et là, elle me dit, ah, mais c'est vrai, je ne vous ai pas dit. En fait, mon papa a eu un accident de voiture et il est décédé, en fait. Il s'est endormi au volant. Donc, elle a associé voilà. le fait de dormir Exactement. à un danger. Pourquoi c'était une stratégie, en fait, du cerveau. Ouais. Et je lui demande ça, et il me dit, mais en fait, si je dors, je meurs. Et ça a été une prise de conscience, mais encore maintenant, ça me fait des frissons. C'est sûr. C'était incroyable. Nelsie, vous avez un souvenir marquant ? Là, spontanément, enfin, en t'écoutant, j'avais une jeune femme de 32 ans et son âge est vraiment important par rapport à cette histoire. Donc, très belle jeune femme, vraiment élégante. Elle avait vraiment tout pour elle. Elle me dit, mais j'ai peur du regard des autres sur moi. Quand je rentre, en fait, dans un transport public et que qui que ce soit, mais surtout les hommes posent un regard sur moi, elle se sentait étouffée, elle sentait une crise d'angoisse, en fait, qui arrivait. Et puis, dans ce questionnement-là aussi, finalement, depuis quand ce regard, etc. Et on était remonté en fait au fait que sa maman, à l'âge de 8 ans, une fois était rentrée avec un œil au beurre noir de l'école. Et puis en fait, la maman ne se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé. Et puis elle-même, à l'âge de 8 ans, elle est arrivée auprès de ses parents, où son père lui avait dit non, tu ne peux pas regarder maintenant ce qui se passe. Et puis en fait, ce côté en fait répétitif est arrivé en fait de ses 8 ans. Je lui avais demandé qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans. Et là, c'était lorsque son premier petit copain avait posé un regard aussi sur elle. Et puis de manière répétitive pour arriver jusqu'à 32 ans. Donc elle était en cycle répétitif de ses 8 ans. Et tout d'un coup, quand elle a pris conscience aussi que l'origine en fait ne venait pas d'elle, mais que c'était quelque chose dont elle n'avait bien entendu aucune conscience parce qu'elle n'était pas là. À partir de ce moment-là, en fait, elle a pu se libérer de tout ça. Mais ça met les frissons, en fait, quand on accompagne quelqu'un puis qu'il y a cette prise de conscience qui arrive. Et souvent, en tant que thérapeute, quand on accompagne, on sent dans notre corps qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais la personne encore en face ne prend pas encore l'information. Donc, savoir... avec beaucoup d'humilité, ralentir et se dire, je vais laisser ça ouvert, je vais re-questionner jusqu'à ce que la prise de conscience arrive, mais le but n'est pas de forcer à la prise de conscience, parce que, comme le disait Émilie, si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Un mot sur l'hypnose, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs angles dans l'hypnose, hypnose régressive, hypnose ericksonienne, hypnose, enfin il y a plusieurs types d'hypnose, et ça vous fait sourire, donc j'ai dit une bêtise ou quoi ? Non, c'est ça. Émilie, quand vous parlez d'hypnose, vous dites que l'hypnose permet d'accompagner le changement. Quel type d'hypnose ? Toutes. Absolument toutes. Alors nous, on a un précepte où on dit qu'il n'y a pas une hypnose qui est meilleure qu'une autre. Toutes les hypnoses se valent, elles sont toutes très bien. Dans notre formation en hypnose, ce qu'on a choisi, c'est qu'on a pris le meilleur de chaque hypnose. Et vous en avez fait ? On en a fait un concept. Qu'on appelle l'hypnose neurolienne pour rire. Mais c'est vrai qu'on s'est dit... tous les courants se valent et il y a du bon partout. Donc, pourquoi pointer du doigt et dire non, je dois faire que ça, que ce courant ? L'idée, c'est de se dire, je prends le meilleur de tout. Donc, vous avez pris le meilleur de quoi ? Le meilleur de l'ericksonienne, le meilleur de l'hellmanienne, de l'hypnose régressive. On a vraiment ratissé très large aussi pour avoir un enseignement qui corresponde aussi à notre pratique sur le terrain. Et c'est vous qui préconisez l'enseignement ou vous faites appel aussi à des formateurs extérieurs ? Alors, c'est nous. C'est vous directement ? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez dû apprendre et vous former sur tous ces types d'hypnose. Oui, absolument. Donc, effectivement, vous avez
un cursus qui est suffisamment conséquent. Sur les neurosciences, alors ça aussi, les neurosciences, c'est un petit peu comme le mot quantique. Oui. Neurosciences quantiques, Oui. allons-y. Emballage, joli paquet cadeau, un petit nœud rouge, et Ouais. circulez, monsieur, dame, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu le fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire, les neurosciences? Parce que c'est un terme parfois un peu pompeux, mais qu'est-ce qu'on y met là-dedans, dans le centre Neuroli? Avant tout, dans la neuroscience, on met le cerveau. Donc ça, c'est une évidence. Alors, comme vous le dites si bien, dans la neuroscience, on peut tout y mettre, on peut tout comprendre à travers ceci. Nous, on s'est vraiment basé sur le fonctionnement du cerveau par rapport au comportement humain. D'accord. Donc, le but n'est pas de faire de la neuroscience d'un point de vue médical, d'ouvrir un cerveau puis de se dire, OK, là, il y a l'hypophyse, là, il y a l'hypothalamus. On explique en fait le concept et quels sont les impacts que ça a avant tout sur le cerveau. Et ce qui est génial au travers pour nous de la neuroscience, c'est qu'en fait, elle bouge tout le temps. Donc, c'est-à-dire que les Ça évolue concepts en permanence, et moi, je parle toujours de veille neuroscientifique. Donc, on continue de beaucoup lire avec Émilie, puis on n'hésite pas en fait à changer aussi à chaque fois ce qu'on transmet aussi à nos étudiants. Donc, ça nous oblige vraiment par rapport à la neuroscience de lire énormément, de comprendre en fait tous ces concepts et puis ce fonctionnement du cerveau, quoi. Plus on le découvre de ce qu'il peut être capable d'être, de faire et puis de nous permettre aussi de percevoir. Et en tout cas, nous, c'est une partie extrêmement importante dans notre approche. Je disais tout à l'heure, et quand on parlait de transgénérationnel, je disais à Émilie que vous aimiez tout ce qui était l'écriture, les livres, bien sûr, tout cet espace de liberté que vous avez connu au travers de l'écriture notamment, et l'Égypte. Tout ça sont des univers. Est-ce que, on pourrait se poser la question, pourquoi être autant fasciné par les rois de France et par l'Égypte? Est-ce qu'il y a du transgénérationnel pour le coup là-dessus? Non, mais est-ce que vous êtes allé rechercher quelque chose en rapport avec ça? Alors, vous n'êtes j'ai pas demandé recherché- pourquoi vous étiez fasciné par ça? Bon, je suis férue d'histoire, mais c'est vrai que dans ma famille, les gens sont férus d'histoire. Ah, ok, déjà. Déjà Bon, de base. déjà. Et puis, pour le côté assez drôle de mon transgénérationnel, il faut savoir que le nom de famille Papo, ça veut dire envoyé par le pape. Et puis, on était dans la ville où j'ai grandi. Le premier Papo était le coupeur de tête de la ville. Et je trouvais ça extrêmement drôle, en fait, de voir qu'il y avait derrière moi ce background. Et puis, je me dis toujours, ça me donne de la force, en fait, de me dire que derrière moi, il y a un bourreau. Mais c'est ça le côté. En fait, vous voyez tout le temps le verre à moitié plein, quoi. Oui. Vous avez un côté résolument positif. Oui. Et c'est important, parce qu'évidemment, quand on est dans l'accompagnement et dans le soin. De votre histoire, justement, on parlait, Nelsie, parce qu'il y a évidemment des tas de choses. On a parlé du côté bancaire, on a parlé de toutes ces situations. Sud-américaine. Oui. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes suisse Moitié suisse et moitié brésilienne. et moitié brésilienne. Bon. Alors, bien sûr, quand on parle du Brésil, on parle des plages de Copacabana et on se dit, oh voilà, formidable. Qu'est-ce que, là aussi, entre le Pérou, entre le Brésil, entre la Suisse, entre toutes ces choses-là, le goût du voyage, vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important dans votre vie. Ça a toujours été très, très important. Il faut savoir que mon papa, en premier lieu, était parti en Afrique du Sud au temps de l'apartheid avant de rencontrer ma maman. Et puis, en fait, il supportait pas. Il n'avait pas supporté, en fait, en étant blanc, de rentrer dans une boulangerie et d'être servi, en fait, le premier. Et puis, ne supportant pas ça, il avait demandé à son entreprise de le changer, en fait, de continent et de l'envoyer, en fait, en Amérique du Sud. Et puis, il est arrivé au Brésil, en effet. Vous parliez de la plage de Copacabana, parce que c'est à quelques rues de là, en fait, qu'il a rencontré ma maman parce qu'il cherchait son chemin. Et puis, de cette rencontre-là, Vous arrivez. J'arrive, quoi. Donc, pour moi, le voyage a toujours fait partie de mon enfance, de mon adolescence et puis de ma vie d'adulte. Parce que rencontrer des cultures différentes, comprendre en fait à chaque fois l'humain qu'il y a derrière, ça a façonné mon existence, quoi. Et ça continue de l'être aujourd'hui. C'est pour ça que quand il y a encore des gens qui ne croient pas nécessairement au transgénérationnel ou peut-être au fait que notre corps, notre esprit, notre âme est engrammé par notre histoire,
vous en êtes encore les représentantes. Je veux dire, le fait que vous aimiez autant la lecture, autant l'histoire, parce que vous êtes issu d'une famille. Donc quand on parle d'éducation, d'engrammage, ça fait aussi partie des neurosciences ou du transgénérationnel pour le coup. Oui. Donc peut-être que le seul point, et on a bien compris effectivement l'accompagnement que vous préconisez, mais peut-être que le seul point effectivement c'est sur cette durée de formation. Quand vous parlez des 5 jours, des 9 jours, c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait peut-être venir vous chercher en disant est-ce qu'on peut véritablement être formé et être plongé au cœur de ces thématiques-là sur un laps de temps aussi court? Pour nous, en tout cas, c'est tout ce qu'on préconise ou de la manière dont on forme, c'est avant tout des formations qui sont pleinement immersives. Donc, c'est-à-dire tout l'aspect en fait théorique de ces approches, elles sont souvent données, par exemple, par rapport à l'hypnose, elles sont données en amont. Donc, les personnes qui arrivent pour ces 6 jours, c'est 6 jours d'immersion complète en état hypnotique. Et puis, encore de ça, quelques jours, on vient de terminer un nouveau cursus sur Genève et c'était juste incroyable. Et même les gens étaient incroyablement surpris qu'au bout du 2e, 3e jour, ce qu'ils étaient déjà capables de faire comme accompagnement par exemple en hypnose. Par exemple, mais j'avais été hyper étonnée de voir qu'au bout du 2e jour, ils étaient hyper à l'aise déjà pour induire des états d'hypnose à leurs collègues, pour eux-mêmes trouver des suggestions qui soient adaptées à la personne qui est en face d'elle. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire qu'elles étaient à l'aise, pas besoin de regarder les feuilles. C'était assez incroyable. Mais c'est ça qui est fascinant parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on est porté par quelque chose qui nous habite et qu'on a véritablement envie d'incarner, les choses arrivent assez facilement. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne du centre? Quelles sont les informations que vous avez envie que les gens retiennent avant toute chose? Pour moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que la manière dont on le dit souvent avec Émilie, on forme aujourd'hui ces personnes comme nous, on aurait voulu être formés. C'est-à-dire d'apporter surtout ce soutien individualisé en fait à tout un chacun. Et je crois que c'est ça en fait qui est vraiment notre force aujourd'hui, c'est qu'on veut pas des grands groupes, mais on veut véritablement que ce soit des humains qui ont envie de s'immerger complètement dans tout ça. Et puis c'est des sessions de combien de personnes? On va au maximum en hypnose par exemple à 8 personnes. Okay. À peu près la même chose en neurosciences. Il y a juste dans les expériences immersives à l'étranger où généralement là on est un tout petit peu plus, mais véritablement pour nous c'est le fait que c'est pas une xème personne qui vient se former, mais on les questionne aussi sur leur trajectoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elles viennent nous rencontrer, de quoi est-ce qu'elles ont véritablement besoin. Et ça nous est arrivé de dire à certaines personnes qui voulaient faire des formations, de dire mais écoutez, dans notre manière finalement d'accompagner, ça correspond pas quoi. Donc le but n'est pas d'avoir un... Oui. Enfin oui, le but c'est d'avoir... On remplit pas pour remplir. Voilà, exactement. Parce qu'on donne tellement de nous-mêmes dans ces formations, on donne tellement d'énergie. Et puis, c'est de se dire, de former quelqu'un comme nous, on aurait voulu être formé. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre ancrage. Et de pouvoir remettre vraiment l'humain au cœur de l'enseignement. Évidemment. Un petit mot sur les immersions. Vous parliez des immersions à l'étranger. Comment ça se déroule avec le centre? Alors, donc, cette année, on a une prochaine immersion au mois de juin qui se passera aussi à Grenade. On a privatisé un hôtel et dans cet espace-là, en fait, on travaille sur notre transgénérationnel. Donc, on a bien entendu, nous, un fil rouge qui permet de guider ces découvertes et ça se fait aussi petit à petit. Nous, on est toujours là aussi pour pouvoir accompagner certaines prises de conscience. Parce que parfois, certaines choses bousculent aussi un petit peu. On se rend compte de choses qui étaient là sous nos yeux et qu'on n'avait absolument pas vues. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir cet accompagnement-là durant 1 semaine. Et on a vu déjà la dernière expérience qu'on a menée en septembre, c'était complètement transformateur. Pour chaque personne qui est venue, on avait des belles prises de conscience, des beaux schémas. Et c'était vraiment un bel espace. Et la plupart des gens donc, qui venaient, ils venaient de quelle pratique? Ils venaient consolider? De tous horizons. Là, on avait vraiment de tous horizons, même des gens qui voulaient travailler sur leur propre transgénérationnel. Déjà, d'abord, ouais. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que on sent que même si on n'a pas envie nécessairement d'être thérapeute, coach ou accompagnant de vie, on peut le faire aussi pour soi. Oui.
C'est ça qui est... Je pense qu'il faut commencer à chaque fois. fois. Il faut déjà commencer par ça. La première personne qu'on accompagne, finalement, c'est nous-mêmes. Ouais. Avant de se dire je veux aider les autres, parce que souvent c'est ce que les personnes, quand elles nous contactent, je veux faire un métier pour aider les autres. Oui, mais avant d'aider l'autre, toi-même, à quoi est-ce que tu en es dans ta propre prise de conscience, dans ta propre identité, et de se rencontrer vraiment soi-même, et puis après de se dire ok, qu'est-ce que j'aimerais finalement en faire. C'est ça qui est le plus important, quoi. Mais ça veut dire que quelqu'un qui démarre de zéro, il ne peut pas nécessairement suivre ce que vous préconisez? Il faut déjà avoir commencé par faire quelque chose? Non. En tout cas, on a des personnes là qui sont encore dans des domaines d'activité complètement autres, mais par intérêt, par curiosité qui nous ont rejoints. Puis tout d'un coup, c'est une formation, 2 jours, et puis je continue 3 jours. Le but est que tout ceci soit complètement modulaire. On n'est pas là pour dire voilà quel est dans l'ordre dans lequel il faut le faire, mais où est-ce que j'en suis, à quel moment, puis qu'est-ce qui va être le meilleur module ou la prochaine immersion que je vais pouvoir faire à travers ceci, quoi. Donc, parce qu'il y a des gens qui doivent peut-être se dire tiens, je vais faire du transgénérationnel, et ils se rendent compte que c'est plus les neurosciences qui les intéressent, ou l'inverse. Absolument. Ça peut être ça. Le but n'est pas de faire de la catégorie, de se dire l'hypnose est fantastique, la neuroscience est fantastique, le transgénérationnel est fantastique. Le but, c'est d'en faire quelque chose qui donne du sens, en fait, en fonction de ce qu'on a besoin de comprendre sur soi, sur l'autre ou sur... On sait qu'il y a des choses qui sont extrêmement en vogue, et notamment des outils en travers du transgénérationnel. Je pense notamment aux constellations familiales, des choses comme ça. Ça fait partie aussi du cursus que vous proposez? Alors, nous ne proposons pas directement nous-mêmes des constellations, mais c'est vrai qu'on a fait appel aussi à un ami qui est un excellent constellateur, qui a organisé avec nous des constellations. Il nous a même rejoint à Grenade en septembre, et c'est quelque chose, c'est vrai, qui appelle énormément les gens, les constellations. Nous, personnellement, on n'a pas la formation pour, et on ne veut pas s'improviser non plus constellateur. Mais ça fait partie des outils du transgénérationnel, oui, incontestablement. Exactement. Alors évidemment, il y a beaucoup de... J'ai encore lu la presse française qui tape à boulet rouge sur ces pratiques. Je ne sais pas si en Suisse on est plus ouvert, j'ai l'impression que oui, mais enfin bon, non. Ça dépend. Il y a des personnes qui sont ouvertes, d'autres pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on ne vient pas vous chercher systématiquement avec un... Non. Voilà pourquoi parfois il est bon de regarder un peu ce qui se fait dans d'autres pays voisins, comme dirait l'autre. Voilà, on va mettre évidemment autour de la vidéo le lien pour vous permettre de rentrer en contact avec le centre. Du coup, tout se fait en immersion? Tout se fait en présentiel? En ligne, c'est également possible. Ah, c'est possible aussi en ligne? Exactement. Ok. Donc, on peut suivre tout ça. On va mettre... Mais l'idée, c'est aussi d'aller en Suisse. Vous êtes où en Suisse exactement? Alors, on couvre toute la Suisse romande. Autant sur Neuchâtel, Bienne, Yverdon, Fribourg, Sion et Genève. C'est beau, Neuchâtel. Il y a beaucoup de Français qui fantasment, vous savez, sur votre pays. Je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est aussi justifié ou si machin, mais il y a quand même des choses assez extraordinaires. Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire précisément pour inciter évidemment ceux et celles qui nous regardent à rejoindre le centre Neuroli? Un petit mot chacune. Nelsie? Moi, ce que je dirais, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, Émilie, comprendre son cerveau, c'est comprendre l'humain, mais avant tout l'humain que nous sommes. Pour moi, c'est véritablement ça qui fait du sens, d'être dans ce partage, d'être dans le questionnement aussi de nous-mêmes, et puis trouver le meilleur chemin possible qui est... Vous retournez à Copacabana de temps en temps? J'y suis allée 2 fois l'année dernière. L'année dernière était une grande année au Brésil où je suis retournée sur mes racines aussi, dans le village, dans la ville de ma maman. Et j'ai à nouveau pris énormément de conscience de beaucoup de choses en y allant avec mes enfants et en leur montrant aussi d'où ils étaient. Voilà. Quelle était leur histoire? Quelle était leur histoire et je pense que c'est des magnifiques cadeaux à faire à la génération qui va suivre aussi après nous. C'est aussi ça un travail de transgénérationnel. Oui, c'est pas simplement pour nous, mais c'est d'éclairer toute une lignée, celle d'avant, celle d'après, et puis de vivre surtout notre propre vie. Donc la police fédérale et la banque, c'est fini? Il y a de fortes chances. C'est réglé.
Émilie, votre mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais que vous méritez mieux qu'un tuto YouTube. On en a conscience et ça nous tient très à cœur. Et ça vous agace aussi de voir un petit peu qu'effectivement sur YouTube, il y a foison de choses qu'on peut, et parfois même contre-indiquer? Alors ça ne nous agace pas, il y a toujours de tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir faire le tri aussi là au milieu. Mais non, enfin, YouTube, c'est un outil très intéressant qu'on adore aussi. Évidemment. Et c'est pour ça qu'on permet à des gens comme vous de venir s'installer sur les canapés pour présenter évidemment ce centre et puis voir de quelle manière vous pouvez accompagner, parce que vous le dites, votre cerveau mérite mieux que ce fameux tuto YouTube, même s'il y en a des bons. Et j'espère que cette émission fera partie des bons tutos, en l'occurrence. Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Vous commentez, je le disais avec bienveillance, vous partagez, bien sûr. Et puis, essayez, expérimentez, soyez en immersion, vivez les choses pleinement pour cette transformation qui est parfois nécessaire, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais d'ailleurs, tous ceux qui viennent sont conscients du truc, ou ils se disent je viens et puis on verra bien. Ça existe de je viens et on verra bien? Il y en a, mais ils repartent complètement transformés. Ou ils repartent complètement transformés en se disant « Ah bah tiens, je pensais quand même pas aller jusque-là ». Et sous ce côté de la curiosité, et puis d'amener à ce petit plus qui est vraiment important pour nous. Qui fait la différence. Merci à toutes les deux en tout cas. Merci beaucoup. Bon retour, prenez soin de Merci. vous. Et puis, vous nous dites ce que vous en pensez. On se retrouve très vite quant à nous pour une prochaine rencontre. Merci à tous.